That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec Nadav Lapid, le cinéaste du film Oui, qui est sorti le 17 septembre. Merci beaucoup en tout cas, Nadav, d'avoir accepté cet entretien, de revenir autour de votre film, mais aussi, comme il était convenu, de certains d'autres de votre film, voire même du livre que vous avez écrit, le recueil de nouvelles que vous avez écrit en 2001, il y a plus de 24 ans, mais qui a été édité en France en 2010 chez Actes Sud, qui s'appelle Danse encore. En tout cas, merci beaucoup. Et première question avant qu'on commence à parler de Oui et de tout le reste, pour le coup. Le film est sorti le 17 septembre. Vous avez fait pas mal d'interviews avant, mais aussi après. Beaucoup de choses ont été écrites sur le film, que cela soit positif ou négatif. Mais en tout cas, le film suscite un intérêt. Juste vous demander, aujourd'hui, le 3 octobre, comment allez-vous? Et sûrement assez épuisé. Les déplacements avec les films au monde entier. Euh, Le mois d'octobre, je pense, traverser l'océan 3 fois et passer en 9 pays différents. Et donc, et partout, donc, il y a un grand intérêt au film, c'est génial. Mais il y a aussi quelque chose avec ces films, que ces films, après, c'est très normal, mais c'est un, il est lourd à porter. Enfin, c'est une forme c'est un fardeau, c'est une charge. Disons que avant chaque, que ce soit la moindre représentation, que ce soit un petit entretien, il y a toujours une forme de tension, intensité, gravité dans la salle. Donc, dans la salle, sur l'antenne, c'est jamais juste, je ne sais pas, sympa ou raisonnable ou je ne sais pas quoi. Il y a toujours du feu. Et je pense qu'on voit ça aussi dans les réactions des gens. Je pense que les films est clairement ce qu'on appelle un événement, peu importe ce que c'est mauvais dire, et ça suscite 30 000 réactions. Oui. Est-ce que vous êtes, vous êtes écrivain, critique littéraire, mais vous êtes surtout cinéaste? Est-ce que les nombreuses rencontres que vous avez pu faire autour de ce film, est-ce qu'elles, vous ont stimulé en tant que cinéaste? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des questions portées, axées autour de la mise en scène? Des questions de cinéma, même si le film génère, mais ça on n'y peut rien et je pense que vous serez d'accord avec moi, on digresse avec ce film parce qu'il parle de choses géopolitiques. Mais est-ce que d'un point de vue cinématographique, est-ce que vous avez eu des moments où on s'attardait sur votre mise en scène, sur les questions de mise en scène que vous utilisez? Parfois, hein. Pas beaucoup. Parfois, oui. Enfin, je dois dire que les débats, par exemple, dans la salle, étaient beaucoup moins politiques que je les ai. Quand je me suis préparé, je m'attendais à un débat plus politique dans le sens étroit des termes. Et en fait, dans les salles du cinéma, où j'ai pas mal présenté les films, j'étais étonné. J'ai aucun problème avec les politique, évidemment, tout est politique, et chaque mise en scène, aussi, évidemment, on ne fait pas des mises en scène que pour faire bouger une caméra ou un acteur, mais quand ça devient une sorte bon, un truc un peu creux, vide, et surtout détaché du film, c'est très ennuyeux. Mais ça, il y avait très peu. J'avais l'impression que parfois, dans les salles du cinéma, qu'il y avait des gens qui peut-être venaient pour ça, mais que le film leur a pas permis enfin, déboussolé dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, ils sont venus avec des intentions de poser des questions, le conflit, la guerre, le génocide, enfin, de poser des questions très explicites, très directes pour faire des discours. Mais à la fin du film, il y avait quelque chose
ça allait dans tous les sens, pour moi dans le bon sens, chez eux. Et donc, ils ne pouvaient pas rétrécir leur discours seulement à simples questions politiques. Donc, dans ce sens-là, c'était plutôt bien. Après, si on sur la mise en scène, c'est très, c'est pas facile d'en parler. Je pense que peut-être aussi, je dirais entre parenthèses, c'est peut-être aussi ma faute. Parce que je pense que je ne suis pas, quand je vois des amis, enfin, d'autres cinéastes que j'apprécie, il n'y a pas énormément, mais il y en a certains aujourd'hui, et je trouve que leur force d'analyse est bien supérieure à la mienne. Mmh. Et je pense que je suis clairement un cinéaste de mise en scène. Enfin, pour moi, la mise en scène, c'est la vérité du cinéma et donc la vérité de la vie, parce que pour moi, la vérité du cinéma, c'est quelque chose qui doit être aller avancer la vérité de la vie pour la révéler. Donc, je pense que d'une certaine manière, la mise en scène, c'est la seule vérité du monde. Et je suis accro à ça. Enfin, mon bonheur, c'est d'inventer des mises en scène et puis de les voir à travers un moniteur. Avec mon chef-op dit toujours qu'il pense que pour moi, ce que les gens font au paradis, c'est s'asseoir à l'ombre des arbres et inventer des plans ou écrire des découpages. Et c'est vrai, mais pour moi, c'est un processus. Si j'aurais dû, j'ai pas, c'est pas évident pour moi. Enfin, pour moi, c'est un processus extrêmement et, et, et qui se passe vraiment à l'intérieur des l'âme, qui est très expressif. Mes figures, enfin, mes inspirations, c'est par exemple un Jackson Pollock qui Mmh. court et pour s'écogner avec son pinceau contre la toile. Je ne sais pas, c'est un Van Gogh qui agite les pinceaux comme ça sur la toile. Et je ne sais pas, enfin, je connaissais pas ni Jackson Pollock ni Van Gogh personnellement. Je ne sais pas à quel niveau il était capable de verbaliser, de faire un discours sur ses actes, mais pour moi, c'est très lié je pense qu'on peut voir quand on voit mes films, c'est très lié à la danse parfois, à Mmh. donc c'est pas évident pour moi si je devais, par exemple, donner des classes de mise en scène, je pense qu'instinctivement, je peux parler de la mise en scène, je pense que je peux donner mais j'ai pas, moi, j'ai toutes sortes de systèmes très associatifs quand j'envoie de la mise, quand j'invente des plans. D'abord, je bois presque toujours soit de l'alcool, ça c'est pas très, soit un truc qui j'écoute la musique. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut susciter il faut susciter tous les sens parce que je pense que quand tu inventes la mise en scène, tu fais face au pire danger auquel un cinéaste peut faire face, qui est de devenir un bureaucrate de cinéma. Et le bureaucrate de ton film, transformer ton film en une bureaucratie. Et je pense que déjà 99% des films qu'on voit, c'est de la bureaucratie du cinéma. C'est pas du cinéma pour moi. C'est du cinéma, mais cinéma ouais, c'est cinéma je ne sais pas, c'est cinéma de la même manière que la CAF, c'est la vie. Et donc, je pense que c'est danger. Goethe, à mon avis, Goethe aussi, Jean-Luc Godard. C'est-à-dire, je pense qu'on est tous quand même esclaves des habitudes, on a appris les mondes sous une forme d'échant contre échant. Moi, j'ai rien contre échant, mais, mais je pense qu'il faut, chant contre chant, c'est pas.
c'est un truc avec lequel moi j'essaye de me batailler. Je dis non, moi je ne vais pas me soumettre au chant contre chant. Et si les chants contre chant finalement arrivent à me soumettre, à l'accepter, c'est il a gagné contre moi. Il a pris sa place, il a gagné sa place. Alors que partout, le chant contre chant, c'est une forme d'évidence un peu fade. Et donc, il y a quelque chose, tu dois t'arracher d'un d'un héritage dangereux pour moi, en dialoguant aussi avec, parce que moi, ce qui m'aide beaucoup aussi, c'est de regarder 30 000 films. Moi, je regarde 30 000 films quand je me prépare, et 10 films par jour, mais je ne les regarde pas normalement, je les regarde en accéléré. Et je m'en fous des personnages, des histoires. C'est la chose qui m'intéresse, c'est la squelette du film. Et quand on regarde la squelette comme dans une sorte de radiographie, on se rend compte du fait à quel niveau trop de choses sont similaires. Mais donc, je cherche donc, il s'agit vraiment d'une sorte et par exemple, là, je suis face à une scène, donc je commence à dire, parfois même en voix haute, qu'est-ce que c'est la scène? Ça peut être des objets, des métaphores, des mots qui me viennent à l'esprit, des sentiments, hein. Et à la fin, tout cela doit amener à la matière. Moi, je cherche la matière du film, la matière que je vais mettre sur l'écran. Donc, tout ça, ça peut paraître peut-être là, je sais pas, les gens qui nous voient, je ne sais pas à quel niveau c'est concret, mais je ne sais pas à 100% concrétiser ma mise en scène. Ou peut-être c'est aussi ma faute si ces sujets sont pas très souvent approchés. Mais quand vous, quand vous évoquez le chant contre chant, quand vous évoquez le cinéma de Jean-Luc Godard, effectivement, c'est assez cohérent. Alors permettez-moi de prendre un exemple, très précis qui se trouve dans votre film, le dernier, hein, oui, mais vraiment très précis. On en a beaucoup parlé de cet exemple-là, mais là, je ne peux que rebondir là-dessus par rapport à ce que vous venez de me dire sur le chant contre chant. Quand votre personnage Y voit Gaza, là, à ce moment-là, ça m'a rappelé ce que disait Godard. euh, je le dis avec beaucoup de distance, hein, mais Godard, quand il discutait avec Marguerite Duras dans cette célèbre émission Océanique, à un moment, ils ont parlé de Shoah, de Claude Lanzmann. Et Godard dit, il manque quelque chose dans Shoah. Je résume un peu la pensée de Godard. Il dit, Lanzmann n'a pas tout montré. Il faut tout montrer. Et quand je vois Y face à Gaza, donc vous filmez la nuque d'Y et on voit Gaza en feu, vous me parlez de champ contre champ et je me dis, et peut-être que je me trompe, mais j'y vais quand même, il y a une envie, une forte envie du cinéaste d'intégrer dans le plan, dans l'image, ça, ce moment-là. Et en même temps, j'ai l'impression qu'entre ce que regarde, entre la position d'Y, la position de Gaza, il y a une troisième image qui est là. C'est peut-être l'impossibilité. L'impossibilité. Mais vous avez pris la décision de la mettre, cette impossibilité. Ça n'est pas possible. Mais quand même, je la mets. Est-ce que c'est vraiment ça, ce rapport, quand vous parlez de champ contre champ? Oui, enfin, disons que je pense que tous ces films, oui, étaient faits enfin, depuis le tout début, enfin, j'étais déchiré, le film est déchiré entre deux forces opposées. La, le manque de choix après le 7 octobre, enfin, il y a aucun choix sauf faire faire un film, sauf allumer la caméra et tourner et filmer. Et le manque de capacité de filmer après le 7 octobre. C'est-à-dire, c'est comme si tout doit être filmé, mais est-ce que les choses sont filmables? Et je pense que plus on se rapproche du noyau, du centre, de la force magnétique de l'horreur,
qui est Gaza, plus la tension entre ces deux pôles monte. Puisque je me souviens plus, oui, il y a cette scène a été, j'ai entendu je sais pas, plus de mots qui existent dans la Bible et sur cette scène-là. Et, et, et j'ai entendu aussi des gens qui disaient que c'était indécent de montrer Gaza ou de filmer Gaza. J'ai, moi, bon, ce qui se passe à Gaza, c'est indécent. Pour moi, c'était indécent de ne pas montrer Gaza. Mais il fallait montrer Gaza avec l'indécence. Et je pense qu'il y a parfois, dans les analyses que j'entends, une banalité par rapport à l'analyse de cette scène puisque la scène est, elle est horrible, mais elle est horrible. Moi, avant de tourner cette scène, je me suis dit, et à quoi ça va, à quoi ça ressemble? Parce que qu'est-ce que c'est le cinéma? Le cinéma, c'est, il y a le monde et on examine à quoi ressemble ce monde à travers une caméra, dans un cadre. À quoi on dit l'amour? Ok. On dit un baiser. Ok. À quoi ça ressemble l'amour quand je le filme? Est-ce que je ressens cet amour quand je le filme? Je ne ressens pas, quoi. Il y a toujours cette curiosité, je pense, qui existe chez moi comme ça existait chez les Frères Lumière, à mon avis, encore. Je me dis, c'est ça finalement la chose quand je perdrai cette curiosité, je ne ferai plus de films. À quoi ressemble cet objet et ces sentiments et cette notion? À quoi ça ressemble? Comment est-ce qu'on peut filmer le communisme? Je ne sais pas, une idée. Tu vois. Ok, je trouve. Donc, dans ce sens-là, à quoi ressemble un génocide, par exemple? Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qui se passe quand on met une ville, oui, brûlée, assassinée, hein, dans les cadres. Et, mais, mais qu'on la regarde du point de vue des assassins. Moi, j'ai fait un film qui, quand même, il est fait du point de vue des assassins. Je pense que c'est très, je pense il y a, et si vous voulez, pour moi, c'est ça les champs contre champs. C'est ça les vrais champs contre champs. C'est les victimes et les assassins. Et je crois on sait très bien, il y a aujourd'hui au monde et, surtout dans certains cercles, une énorme capacité, et c'est très bien, de contenir, d'accepter, de désirer les films de victimes. Mais les films qui sont faits du point de vue des assassins sont extrêmement pas moins importants, je pense, sur tous les plans, politique, moral, etc. Donc, oui, donc je pense qu'à l'intérieur de cette scène, il y a l'incapacité de comprendre, de toucher, c'est-à-dire même quand on voit les pires restent d'une certaine manière lointains. C'est-à-dire il y a un échec. Il y a un échec, mais l'échec est conscient à l'intérieur de cette scène. Il y a cet échec de toucher, parce qu'il il y a même ces moments où les couples, les personnages partent et la caméra le laisse partir, mais ne le suit pas. La caméra dit non, moi, je veux, ok, vous partez, allez, dégagez. Moi, j'insiste de voir Gaza parce que c'est ça la chose la plus importante, parce que c'est la seule chose qui est importante. Et la caméra tourne et elle y arrive. Elle y arrive pas complètement, elle y arrive pas complètement parce qu'on peut pas, soit parce que c'est immontrable, soit parce que moi, si je suis fidèle à moi-même, je peux pas capter ça d'une manière entière. Mais je pense que le film, il porte sur ça. Il porte exactement sur ça. Il porte sur la capacité.
de ne pas regarder, de ne pas voir, d'être aveugle, d'être sur la capacité aussi des gens bien, de ne pas, je veux dire, j'aime pas qu'on compare ces deux films, mais ça devenait tellement répandu. Si on parle sur un film comme, je sais pas, Zone d'intérêt, évidemment que l'officier là-bas peut pas voir la fumée, ou peut pas voir dans les sens profonds du terme. Et d'ailleurs, je dois dire quelque chose. Je pense il y a aussi ce discours, et c'est indécent qu'ils s'embrassent face à Gaza. Mais je pense que ça, c'est, Oui, si on veut une définition des Israéliens aujourd'hui, c'est des gens qui s'embrassent face à Gaza, devant Gaza. Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire plus? Je trouve, qu'est-ce qu'on peut dire, je pense, plus radical sur les Israéliens. Il y a ce personnage de Léa, la fille qui détaille tous les... oui, Et ce personnage suscite beaucoup, je me suis rendu compte, beaucoup d'empathie chez beaucoup de spectateurs, puisque d'une certaine manière, pour les gens, c'est la première personne normale dans les films. Parce qu'avant, il y a que un peu des gens à la forme d'êtres bizarres qui émettent des voix, qui sucent, qui lèchent, qui ne parlent pas, qui ne savent pas parler, qui font des gestes. Et du coup, il y a une personne normale qui est un peu mélancolique, donc c'est un sentiment, c'est une émotion qu'on aime, et très humaine, elle a un peu raté sa vie, donc on est, quand même elle est noble, et puis elle détaille tous les trucs de cette forêt. Et moi j'aime bien, mais elle est aussi myope que les autres. Elle est aussi myope que les autres Israéliens. Elle s'embrasse finalement devant Gaza, même quand elle est sur la colline de Gaza, elle n'arrive pas à voir. Moi, je pense que c'est pour cela que je ne comprends pas. Moi, je pense que tout l'AND de ce qui est être israélien se trouve dans ces chants contre chants de cette scène-là. Et je pense que pour moi, la force de mon cinéma, c'est que je ne donne pas des leçons de morale, dans le sens que je, je, je déclare mes faiblesses, ma maladie et mes symptômes qui sont équivoques à ceux des personnages. Moi, je pense que pour moi, c'est beaucoup plus et finalement courageux que de dire oui, bon, les personnages sont ceci, c'est là, aveugles et insensibles, hein, mais moi, je suis le soleil, la lumière, le raisonnement, et qui veut vous, vous apprendre la bonne échelle des valeurs, ou je ne sais pas quoi. j'ai l'impression que dans votre film, comme dans certains autres aussi, mais surtout dans Oui, dès le début, hein, dès l'ouverture du film, on sent tout le temps la caméra. La caméra, c'est comme si elle voulait être visible dans le film. C'est comme elle demande, elle crie, elle hurle d'être visible. Et j'ai l'impression effectivement de la voir constamment, cette caméra. D'ailleurs, même à un moment, vous évoquez le fameux panneau où, où cette caméra refuse de voir ces deux personnes en train de Ouais. s'embrasser, de continuer. Mais il n'y a pas que dans ce moment-là, il y a aussi dans la première partie, voire même la dernière partie. Et moi, je me demandais, est-ce qu'il y a comme ça une idée de performance dans le fait que cette caméra soit tout le temps, veut être visible? Hmm. Oui, on m'a dit déjà, enfin, plusieurs personnes m'ont dit que je sais pas, le meilleur personnage du film. Je savais pas s'il faut que je prenne ça oui, comme compliment, et critique. Et pour moi, ça rend les films beaucoup plus émouvants. Peut-être que j'ai une autre définition du mot émotion. Mmh. Mais moi, des films m'émeuvent aussi puisqu'ils sont des films. Et des films émeuvent puisque ils sont... Regarde.
et le regard est toujours subjectif. Et plus, d'une certaine manière, plus il est subjectif et singulier, plus je trouve ça répond, oui, aux émotions. Moi, je pense que c'est une caméra émotionnelle. Et moi, je pense que c'est une caméra qui, qui, qui aspire de transformer les, les événements aux émotions ou aux idées, qui pour moi est en fait un synonyme d'émotion. Moi, dans ma tête, toujours, enfin, de la même manière qu'émotion, c'est synonyme d'idée. Moi, je pense que, je sais pas, communisme, pour moi, c'est une émotion. Et donc, je pense que la caméra, elle va transformer, enfin, le chronique des événements aux émotions, aux idées, un peu à l'instar de ces artistes, pour moi, expressionnistes. Un peu à l'instar de cette phrase que j'aime beaucoup d'un peintre expressionniste qui disait et je ne vais pas dessiner la voiture, mais les émotions que la voiture ou les sensations que cette voiture laissait dans mon cœur une fois qu'elle soit partie. Donc, moi, je pense que moi, pour moi, c'est une question, c'est pas, il y a bon, un écrivain dans ma jeunesse, j'admirais sans borne et aujourd'hui, j'admire toujours. Mais Céline a parlé beaucoup de trouver la musique des mots, mais aussi trouver les émotions dans les mots. Pour moi, ce qui remplace les mots, les styles littéraires, c'est la caméra. Et je pense que pour moi, c'est la caméra qui trouve les émotions du film. Vous avez quand même écrit avant de faire vos longs métrages. Et je disais donc au début de cette émission, il y a ce recueil de nouvelles qui s'appelle Danse encore. C'est très troublant parce que quand on a vu Oui, le film s'ouvre sur ça et on a toujours l'impression qu'effectivement, ils sont frénétiquement dans cette danse. Il y a quatre nouvelles dans ce recueil. Continua Bayando, Danse encore, Mon frère, Tamar et Qui donc recherche Amir Banbaji. Et dans la quatrième nouvelle, page 146, voilà ce que vous écrivez. C'est un peu long, mais vous terminez sur quelque chose qui, pour moi, peut-être est la question de cinéma qui, j'allais dire, qui vous hante. Je vais rester sur ça, qui vous hante. Sur le banc de l'abribus, juste en face de la gare routière de Jérusalem, là où les taxis stationnent, moteur à l'arrêt, est assis un couple de 20 ans. Mon regard tombe sur eux, sans faire exprès, un garçon et une fille. Ils ont facilement 5 ans de moins que moi. Concentrés l'un sur l'autre, ça chuchote et ça se caresse sur le banc en plastique blanc éclairé par un réverbère blanc. Juste à côté, et un jaune juste en face. Soudain, il se lève, le gars lui arrache le sac à dos qu'elle tenait à la main, le plaque contre lui, le plus loin d'elle possible, le serre très fort et sourit. Elle aussi sourit d'un large sourire encore serein, essaye de récupérer son bien, mais voilà qu'il se pique au jeu, protège son butin, empêche la fille de l'attraper, elle se penche sur lui, elle aussi se pique au jeu et tente d'attraper une bretelle noire. Penchée sur lui, elle rit et se penche encore plus, charmante quand elle rit, s'accroche à son épaule, tend des bras trop courts pour atteindre son but, gesticule en vain. Il se lève et la repousse, rit et la repousse, charmant quand il rit, et avec le sac, il fait un pas en avant. Elle le suit, il accélère, elle est derrière lui, il court, elle court, il lui échappe, et elle le poursuit, il rit, et elle aussi. 3 tours d'abribus, il manque de renverser une vieille dame, plutôt bien droite pour la lassitude qu'elle a sans doute durement gagnée, et les souffrances qu'elle va encore mériter. Elle avançait dans la direction opposée face à eux, il tourne à moitié la tête pour lui lancer une moitié de pardon, et bien vite recommencer à courir, ne pas se laisser attraper, il court autour de l'abribus, rit, et la vieille, peut-être lui a-t-elle pardonné en se souvenant de jeux de sacs similaires qui l'avaient elle-même amusée il y a bien longtemps. À moins que non, pas de pardon. Elle le maudit intérieurement et s'en va. Eux aussi s'en vont. Ils courent, ils rient, ils s'essoufflent, lui devant, elle derrière. Mais soudain, voilà qu'elle trébuche. Son pied a heurté une bosse du trottoir, ou s'est pris dans son autre pied. Elle tombe, un genou cogne le gris du bitume. Il accourt et ne rit plus.
Effrayé, il lui caresse les bras dans lesquels elle a enfui son visage. Il l'appelle par son prénom, une, deux, trois fois, un prénom que je ne saisis pas, entre autres parce que ma vitre est fermée. Mais elle ne répond pas. Elle serre encore les bras, sa tête tremble comme si elle sanglotait. Lui a depuis longtemps renoncé au sac qu'il a posé à côté d'elle. À travers ma vitre, je peux deviner qu'il s'excuse en chuchotant. Pardon, qu'il veut savoir comment elle se sent, il l'implore et peut-être aussi murmure-t-il un je t'aime. Si seulement il pouvait effacer tout ça. Soudain, elle bandit, attrape une bretelle dans son élan, se précipite sur le banc et s'assied sur le plastique blanc, son sac serré entre les bras, plaqué contre ses seins. Elle rit, elle est secouée par le rire. Comment a-t-il pu se laisser berner? Et lui aussi, juste un instant pour se ressaisir du petit piège où il était tombé, et il mêle leur rire. Cette fois, elle l'a bien eu. Ah, la charmante petite coquine. Elle l'a bien eu sur le banc en plastique blanc à la lumière du pâle néon de l'abribus qui se mélange au halo orange des grands réverbères de la rue. Et pour se calmer, un jeu. Pendant qu'il embrasse le bout de ses doigts jusqu'au poignet, elle lui chuchote le plus de fois possible et donc le plus vite possible des je t'aime. Quand il a terminé, il renverse les rôles, puis rebelote. Maintenant c'est à moi, enjôleuse gâtée pourrie, les voilà repartis pour un tour et se caressent, et ça se caresse à nouveau. Que fait-on avec une telle image, une telle intimité dévoilée? Pathétique de détester, détestable de s'émerveiller, alors rapporter, continuer, ignorer? C'est très impressionnant parce que moi je ne vois que Y et Yasmine dans ce moment-là. La ponctuation que vous utilisez dans ce moment-là, comme elle est souvent dans les nouvelles, c'est exactement le rythme du film. Puis troisièmement, qu'est-ce que je fais avec une telle image? J'ai l'impression que c'est la question de votre film. Je fais quoi avec cette image? Ouais, quelle obsession verbale quand j'entends ça. Et oui, je pense enfin, je pense que la question est bien formulée dans le sens je me souviens plus mais enfin, impossible de détester, pathétique de s'émerveiller. Et je pense que on sait bien qu'elle est, moi je pense que c'est même au-delà des Jasmine et d'Y, toute la question du oui du film est déjà là. Parce que on sait bien comment c'est facile pour les grands cinémas de dire non. Par exemple, de s'aliéner à ces couples, de dire du mal d'eux, avec la caméra, avec mais, mais, mais je pense que si le cinéma veut être, si le cinéma, si nous, les cinéastes, si la caméra veut être sincère et jusqu'au bout, et on est en déficit face à quelque chose qu'on a du mal à capter jusqu'au bout, qu'on a du mal à approprier jusqu'au bout, ce, ce qui est bon et beau. Et, 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 et je pense enfin, moi je pense que la guerre entre la guerre et les désirs entre les bons cinémas qui aiment toujours à la base les mâles, entre les bons cinémas et les bons, c'est pour moi c'est fascinant. Enfin, je pense qu'on sait très bien que enfin, je me suis parfois joué de jeux, combien de chefs-d'œuvre positifs on connaît? Et très peu. Je pense que l'art, les belles, enfin, les, 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 les films positifs, c'est pour je ne sais pas.
Gaumont, Pathé. C'est les blockbusters, quoi. C'est pas pour. Et et je pense qu'il y a un cinéma qui est un cinéma qui essaye de sortir dans ce sens-là, cette zone de confort ou qui se met face à ses propres problèmes émotionnels, jalousie de la vie et impuissance et incapacité je- Moi, je pense que oui, c'est un peu, c'est d'une certaine manière profondément, c'est un peu l'histoire de oui. C'est un film qui se cogne avec sa, ces problèmes de s'intégrer dans la vie, de dire oui à la vie, de dire oui à... Et ils amènent ces personnages, ils les sanctifient, mais aussi ils se battent. Je vais donner un exemple très concret. Il y a une scène de petit-déj, ils dansent. Ils dansent une danse, ketchup song, ils dansent. Et, 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 et le film fait ça. Fait cette danse, c'est vraiment une sorte de scène de comédie musicale, ils sont sublimissimes tous les deux. Mais dans un moment, il les quitte brutalement avec une sorte de panoramique et il commence à faire remuer toute Tel Aviv, toute la ville, tous les gratte-ciel comme en tremblement de terre. Ouais. Enfin, pour moi, il y a plusieurs façons de lire ça. On peut dire que ce que le film veut dire, c'est qu'on danse sur la bouche du volcan, que le Proche-Orient est en train de trembler, que l'horaire est là, que c'est ça. OK. Et c'est vrai aussi. Mais je pense, moi je ressens là-bas aussi la, 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 la frustration et la rage qui s'est accumulée dans les films à force de se donner trop de temps à ces couples magnifiques. Il a besoin de se relaxer. La caméra a besoin de se calmer en faisant du mal. Elle a fait trop de temps des choses. euh, Elle était sincère, impossible de détester, mais pathétique aussi pour elle juste de s'émerveiller. Et donc, je pense que oui, que c'est vrai que c'est une description très fidèle du film à venir plus que 20 ans après. Il y a quelques séquences dans votre film, surtout dans la première partie. Il y en a une surtout dans la si je peux me permettre de dire plusieurs parties, hein. En tout cas, il y en a une vers la fin, assez impressionnante parce qu'on s'attendait pas à cette sé il y a plusieurs séquences où on ne s'attend pas à les voir. Je vais l'intituler de manière très grossière, à l'image de ce que je vois, le léchage de bottes. Comme ça, voilà. Et je me posais cette question. Je me disais: «Est-ce que filmer des excès, que cela soit au début du film, des excès même aussi à l'intérieur du cadre de l'image». Je Mm. pense, à cette espèce de personne qui, c'est lui qui va demander, à Y de concevoir, de penser cette hymne nationale. On le voit vouloir lui montrer des images et puis son visage commence à tout ça, ce genre d'excès au niveau de ce que ça dit, au niveau de la technicité, voire même au niveau du symbole. Et je me disais: «Est-ce que pour vous, finalement, c'est une manière d'épuiser totalement la dialectique?» Mais de l'épuiser, de l'essorer pour montrer, pour nous montrer une forme d'impossibilité. Je vais aller jusqu'au bout et je vais essorer. Et je pense que quand on fait un film comme lui, et on est, on a l'impression qu'on doit être tout le temps concerné par une forme
d'équilibre politique, par exemple. On est très concerné des, de ne pas, on donne la parole à l'un, on donne la parole à l'autre, mais pas au même niveau, parce que c'est pas pareil, mais en même temps. Et je pense que la force excessive du cinéma, c'est quelque chose qui me permet de m'arracher d'une quelconque forme de... Moi, je ne vais pas devenir un animateur d'un talk show humain ou politique, qui donne une fois la parole à celui-là, une fois la parole à celui-ci, pour créer finalement une sorte de vision d'ensemble. Moi, je veux que les éléments, et cassent les studios de ces chez talk show politiques. Et vous avez mentionné ces scènes, mais je pense que dans ce sens-là, c'est intéressant de parler d'une autre scène, de la scène du 7 octobre. Parce que je pense que ce qui se passe avec cette scène dans la voiture, quand la fille détaille, quand Léa détaille les événements du Oui, 7 octobre, oui, les oui. faits du 7 octobre. Donc, je pense que ce qui s'est passé avec cette scène, c'est elle a presque marché trop bien. C'est-à-dire, il y a quelque chose, on essaye, parce que on est au cœur. Qu'est-ce qu'on voit dans ce moment? On voit le 7 octobre et on voit la vengeance apocalyptique. Y monte sur la colline et tire des paroles en forme de missiles sur Gaza. Il brûle Gaza avec la mélodie. Et donc, il y a cette démarche-là. Mais la scène du 7 octobre a marché à cause de l'actrice, à cause d'une idée de mise en scène, à cause de ces trucs qui marchent, qui se passent parfois dans le cinéma. Et du coup, elle a accumulé une force qui peut-être dépasse la, la, un équilibre. Enfin, si j'avais écrit un article sur ces choses-là, je ne sais pas si je l'aurais écrit comme ça. Enfin, avec un tel. Ok, j'aurais mentionné le 7 octobre, mais pas. Mais il y a cette chose, et je pense que ça, c'est ce qui est fou dans le cinéma, et c'est ça ce qui est intéressant aussi dans l'excès, c'est que tu peux calculer les doses, mais tu ne sais pas, du coup, un ingrédient, et tu as mis à l'intérieur, ok, moi je suis pas quelqu'un qui cuisine beaucoup, mais tu as mis à l'intérieur, ok, des dattes et du citron, mais tu n'as pas prévu que les dattes soient aussi sucrées cette fois-ci. Tu savais pas que tu as choisi, en fait, qu'ils t'ont donné au marché les dates les plus sucrées de l'année. Hmm. Et du coup, quand on arrive aux dates, on est celui qui mange les plats. C'est tellement, ça les remplit tellement de goût qu'il se lève de la chaise et qu'il commence à danser. Tu lui dis, non, non, mais quand même, tu te souviens qu'il y avait aussi le citron, c'est aussi acide. Et il dit, qu'est-ce que j'ai à foutre? J'ai à foutre du citron, je me souviens plus du citron. Je suis rempli de dates. Donc, je pense qu'il y a quelque chose dans l'excès qui, 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 et moi, j'aime ça, mais c'est toucher aussi le danger du cinéma, qui ne permet pas de programmer les films. Ne permet pas de programmer les films parce que tu ne sais pas à ça va, quel niveau ça va atteindre. Tu invites, les forces surnaturelles à l'intérieur de ton film. J'ai- Vous allez trouver la parabole un peu provocante, mais je sais que vous avez un sens de l'humour. J'ai quand même vu vos films, mais je vais quand même me permettre. Vous n'avez pas peur d'être comme Icare, d'aller très très loin près du soleil et de brûler vos ailes et de tomber? J'ai pas peur de ça. Ce qui me fait plus peur, c'est d'aller toujours vers le même soleil. Moi, je cherche là d'autres soleils. Moi, j'ai
Pour le dire de la manière la plus simple, par exemple, je pense que moi, je suis, j'admire le poignet de la main du chef-op. Enfin, moi, j'aime l'idée, si on a parlé auparavant de la caméra, que partout, on ressent pas seulement la caméra, mais pour moi, on sent les poignets de la main du chef-op. C'est-à-dire, c'est pour cela, je pense que, par exemple, les plans sont, je ne sais pas si c'est compliqué ou pas compliqué, je n'aime pas ces mots compliqués, mais les plans sont peut-être inhabituels, mais ils ne sont pas basés sur une machinerie. Ils sont très peu basés sur. Moi, j'utilise très, très peu des trucs comme des grues ou des trucs comme ça, ou toutes sortes de familles. Moi, la seule chose que j'essaie toujours de faire, c'est d'aller au bout de la souplesse du poignet du chef-op. Je lui dis, OK, si tu peux faire comme ça, tu peux certainement aussi faire comme ça parce que l'humain peut le faire. Donc, si l'humain peut le faire, je vais voir ça sur l'écran. Donc, c'est pour cela que j'ai toujours l'impression qu'en fait, mon cinéma, c'est un peu, j'appelle ça les frères Lumière sur stéroïdes. Mm. Mais, genre, il y a quand même cet élément. Mais aujourd'hui, je cherche, pour moi, c'est toujours une sorte de soleil. Aller au bout de la capacité humaine, de la capacité du poignet de l'humain, de faire bouger un film. Mais aujourd'hui, je me dis, ce soleil pour moi est devenu déjà froid. Donc, je vais aller me brûler et je cherche là un autre soleil pour arriver à me brûler. Et oui, moi, je pense que moi, je suis complètement accro au sentiment du danger dans le cinéma. Ça, c'est finalement, c'est la chose du danger, que les films se mettent en danger tout le temps, que chaque scène peut s'écrouler. Moi, je pense que ça vaut pas la peine, d'une certaine manière, de filmer une scène qui peut pas se suicider et tuer elle-même et sur ton combo. La scène finale de votre film, on voit Y et Yasmine qui finissent par se donner la main, donc on devine quelque chose, de l'ordre de l'espoir, mais en même temps, ils sont sur une route de nuit éclairée par les phares de voiture et ils se retrouvent, ils sont pas sur les côtés de la route, ils sont en plein milieu, donc ils peuvent mourir et il y a dans le même plan ce oui et ce non. Et vous savez, je vais me permettre une autre parabole. Dans la musique algérienne, il y a un chanteur algérien de Chahabi qui s'appelle Ammar Zahi et qui avait chanté une chanson qui s'appelait Bin. Et en arabe, en gros, ça veut dire entre les. Enfin, oui, enfin, c'est plutôt soit c'est ça ou soit c'est ça. C'est un cinéma, ça et ça. J'ai l'impression qu'on est vraiment, si je peux me permettre, hein, une espèce de Bin, ce oui, ce non. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a entre les deux. Et dans ce moment-là, on est vraiment entre les deux. Et c'est très troublant. Oui, je suis d'accord. Enfin, je pense d'ailleurs que, d'une certaine manière, la dernière scène du film répète ou rend au même endroit où a été située déjà la première scène du film, qui commence avec un baiser, mais que les baisers, c'est en fait les baisers qui est une sorte de manifestation absolue d'amour. Et en fait, en plan séquence, le baiser devient une manifestation des perversions, des laideurs, de soumission. Et puis, il y a une guerre de chansons. Et puis, Love Me Tender est chanté par un chef d'état-major. Et Love Me Tender, c'est la chanson avec laquelle on va tuer et pas aimer. Donc, je pense que tous ces éléments qui existent déjà, oui, au tout début du film et qui continuent d'ailleurs d'accompagner tout le temps le film. Et, et, et leur condensé, c'est peut-être cette dernière fin. En plus, il y a les bruits de voitures qui passent et toujours, ce bruit monte, 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 monte et toujours te fait une sorte de coup dans ton cœur. C'est comme si, parce que c'est ça, non? Enfin, c'est un peu ça la vie. On essaye d'aimer, que ce soit aimer une personne ou aimer la vie ou aimer nous-mêmes. Et tout le temps, on reçoit des coups. Et ces coups, d'une certaine manière,
c'est comme s'il à mon avis, il y a un duel, il y a un combat. Qu'est-ce qui est la vérité de la vie? Les voitures ou les couples qui marchaient la main dans la main? Mhm. Et même les films se terminent, ils dépassent la caméra, et du coup, il y a une sorte de fumée comme ça qui s'intensifie, jusqu'à ce que ça arrive à une sorte enfin, c'est blanc, c'est totalement blanc, ça couvre complètement l'écran, et on est allé au bout pour moi de ce que cette caméra pouvait raconter. Une dernière question. J'ai toujours eu l'impression que lorsque vous faisiez un film, c'était non pas une manière de contredire le film précédent que vous aviez fait, mais c'était pour l'interpeller de manière assez, sur un ton assez radical. Voilà. Est-ce que vous aurez envie pour le prochain film d'interpeller radicalement? Oui. Moi, j'aime beaucoup que le point du départ du nouveau film, enfin, quelle est, que la démarche essentielle du film précédent sera déjà l'évidence du nouveau. C'est-à-dire, par exemple, pour donner l'exemple, à la fin des synonymes, on peut imaginer que la personne s'est dit, la France, c'est que des portes fermées. Au genou d'Aède, il a déjà passé, d'une certaine manière, il est déjà, je sais pas, 20 ans, 25 ans plus tard, après 25 ans qu'il a sombré dans cette boue qui s'appelle Israël, et cette boue a laissé des traces sur son visage et son âme. À la fin du genou d'Aède, cette personne qui pensait qu'il pourrait dire non à tout, résister à tout, qu'il n'y a plus chez lui aucune empathie etc. Du coup, une jeune femme lui dit, sois bon, sois bon, sois bon. Et il commence à pleurer. Et il dit, en fait, je suis pas, il s'est dit, en fait, je suis pas cette personne que j'ai pensé, je suis pas cette personne, en fait, je suis pas à la hauteur de cette ambition de dire non à tout. Et peut-être, en fait, je peux essayer d'être très bon. Oui, c'est déjà cette personne qui est bon dans un monde mauvais, qui dit oui, qui est positif, mais qui donc convoque et invite tous les monstres à qui il dit oui. Et donc oui, moi je pense que si le point final du film, c'est ni oui ni non, partir. Donc le prochain sera après le départ. Merci beaucoup, Nadav Lapid. Je rappelle, le film est toujours, bien évidemment, dans les salles de cinéma en France. Bah, merci beaucoup, Nadav. Merci beaucoup à vous. Merci, c'était super pour moi. Merci. Générique. Rise in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me.